Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, bien sûr, une demande de prise de parole pour non pas prolonger inutilement le débat, puisqu'il a eu lieu dans différentes instances ces derniers jours, ces dernières semaines et même ces dernières années, mais simplement pour apporter quelques éléments d'éclairage et de réponse aux précédentes interventions. Madame Morin-Desailly, vous avez fait référence à Monsieur Borloo. Je me souviens de Monsieur Borloo inaugurant le pont Flaubert. On attend toujours la tête nord. Si vous pouvez lui en parler, ce serait sympa. Je voudrais revenir d'abord sur les conditions démocratiques d'exercice du débat. Ça a été souligné et je dois dire qu'en tant que président de groupe, je partage ce point et je pense que nous pouvons être nombreux à le partager sur un sujet aussi important. Nous avons eu une délibération en dernière minute qui n'est pas publique, qui fait l'objet d'un débat, et c'est heureux, mais enfin il a fallu un peu le forcer quand même, puisqu'on était en train de nous expliquer qu'il fallait modérer et raccourcir les prises de parole. Et puis surtout, il y a quelque chose qui me frappe. On nous reproche de nous être prononcés au niveau métropolitain sur ce sujet. Mais je voudrais juste rappeler que Monsieur le Préfet, qui à ma connaissance n'est ni socialiste ni écologiste, a écrit à la métropole Rouen-Normandie, à la région, au département de Seine-Maritime. Curieusement, il n'a pas écrit au département de l'Eure, mais c'est sans doute un hasard, pour leur demander de se prononcer. Ben, écoutez, si on se prononce, il faut admettre qu'il y ait la possibilité de dire oui ou de dire non. Ou alors, Monsieur le Préfet et l'État auraient pu nous dire, écoutez, les choses sont calées, tout est calé, le Conseil d'État s'est prononcé, il y a une délibération, tout est fait, c'est bon, circulez, il n'y a rien à voir. C'est pas moi qui ai provoqué un courrier de Monsieur le Préfet. Bon, donc, si on admet sur le strict plan démocratique que nous sommes sollicités, alors il faut admettre qu'il y ait un débat et il faut admettre qu'il y ait des points de vue différents. Et d'ailleurs, quelles que soient les positions des uns et des autres, on peut considérer que ce sujet fait visiblement l'objet de positions contrastées. Chacun a le droit d'avoir ses arguments, personne n'est là pour juger de la pertinence des uns ou des autres, je me garderai bien de le faire, parce que j'ai toujours dit qu'il pouvait y avoir effectivement des arguments forts dans un sens comme dans l'autre. Mais reconnaissons que visiblement il n'y a pas un consensus évident. Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre d'élus, pas uniquement d'associatifs obsédés, pas uniquement d'extrémistes idéologisés, qui considèrent que ce projet, à tout le moins, mérite débat et mérite des positions un tout petit peu nuancées. Et c'est le point sur lequel je voudrais insister. Moi, je suis toujours frappé par le caractère définitif des affirmations. C'est évident, il faut le faire, c'est sûr, mais enfin, c'est l'évidence. Mais écoutez, si vous avez des certitudes à ce point, tant mieux pour vous. Pour ma part, moi, j'assume avoir des doutes. Et je le redis ici, comme je l'ai dit à la métropole, oui, j'assume absolument sur un sujet à 1 milliard d'euros, sur un sujet qui engage un certain nombre de contraintes en termes d'hectares, en termes de pollution, en termes de congestion, en termes de coût d'opportunité, parce que si on met l'argent ici, on ne le met pas ailleurs, oui, parfaitement, j'assume avoir des doutes. Alors, je ne reviendrai pas sur tous les arguments concernant la pollution et le désengorgement. Il faudrait juste rappeler factuellement, que si vous vous référez à l'annexe J de l'autorité environnementale, qui là non plus n'est pas une annexe d'un parti politique extrémiste, pages 24 et 25 sur 31, vous constaterez qu'il est estimé, je ne suis pas plus scientifique que ceux qui ont fait cette estimation, je n'ai pas d'autre source que celle-là, et à vrai dire, tous les partisans du contournement se réfèrent à cette même source. Eh bien, cette même source précise noir sur blanc, pages 24 et 25, que ce projet aboutirait à une augmentation, c'est le premier point, global de la pollution entre 4 et 14% selon les types de polluants, et c'est le deuxième point qu'il faut surtout avoir en tête, et que même si on tient compte du déplacement des circulations, c'est-à-dire de l'effet déplacement avec le contournement d'un certain nombre de circulations, eh bien, l'impact sur la pollution globale par densité de population, c'est-à-dire en tenant compte du nombre de personnes concernées, n'est pas significativement inférieur. Pour être précis, il est à moins 0,3 ou moins 0,03, je ne sais plus, %. Ça n'est pas moi qui l'invente, c'est dans le dossier. Donc il est factuellement, on peut avoir des débats politiques, on peut avoir des prises de position, c'est parfaitement respectable. Mais si on admet tous que l'autorité qui fait foi en matière d'objectivation scientifique du projet, c'est celle qui est constituée par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'État lui-même, et par l'autorité environnementale, dont j'espère que personne ne soutiendra ici qu'elle n'est pas indépendante, eh bien sa conclusion
et que ce projet augmenterait la pollution de manière globale sur le périmètre de l'aire d'étude et par ailleurs augmenterait par densité de population, ou plus exactement, non, n'augmenterait pas, mais ne diminuerait pas de manière significative. Donc il est faux de dire, il est factuellement faux, conformément au dossier, de dire que ce projet aboutirait à une diminution par population de la pollution. Je voudrais revenir encore une fois sur le point économique. J'y ai fait allusion dans mon propos, dans le discours de politique générale. Je me souviens, c'est un point qu'on n'a pas encore évoqué, des débats en 2014. Pascal Loubron était présent, Catherine Morin-Desailly l'était aussi, beaucoup d'autres, sur la circulation des poids lourds sur les quais, dans la métropole Rouen-Normandie. Je n'étais ni maire, ni président de la métropole. À l'époque, beaucoup d'acteurs économiques avaient indiqué que l'interdiction de la circulation des poids lourds sur les quais, en particulier rive gauche, allait signer la fin du port, un impact économique majeur, la catastrophe, etc., etc. Bon. On est en 2021. Beaucoup de ports, et en particulier avec la crise sanitaire, ont largement souffert, notamment, et c'est terrible pour toute la Normandie, le port du Havre. Où en est le port, le grand port maritime de Rouen? Il a fait parmi ses meilleures campagnes, en particulier céréalières. Alors je ne dis pas qu'il n'aurait pas pu faire mieux si on n'avait pas interdit en 2014 les poids lourds sur les quais-bas, mais je vous pose la question dans le sens inverse, mesdames et messieurs les élus, est-ce qu'aujourd'hui vous reviendriez sur l'interdiction de circulation des poids lourds quais-bas rive gauche? Franchement. Non. Bon. Donc, essayons juste de regarder les choses en perspective. Et la perspective qu'il nous faut prendre sur ces sujets économiques, c'est la perspective européenne. Et là, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les chiffres nous montrent que nous perdons des parts de marché sur l'axe Seine et que pourtant, la part du transport par camion est toujours à un niveau qui est historiquement et significativement supérieur à tous les ports qui nous taillent des croupières dans le nord de l'Europe. Alors, comment peut-on intellectuellement, là encore, on peut avoir des positions politiques différentes, mais comment peut-on intellectuellement dire dans la même phrase, ils sont meilleurs que nous, ils utilisent moins de camions, nous, pour être meilleurs qu'eux, il faut qu'on utilise plus de camions. Enfin, vraiment, comment est-ce qu'on peut considérer que ce raisonnement est intellectuellement logique? Pourquoi ces ports sont plus compétitifs que nous? Alors il y a plein de raisons, il n'y a évidemment pas que la question des infrastructures et la logistique, c'est vrai. Les questions fiscales, on peut débattre à l'infini, c'est tout à fait exact. Mais on peut quand même reconnaître que depuis bien plus longtemps que nous, et je ne parle pas que des Pays-Bas, on pourrait parler de l'Allemagne, on pourrait parler de la Belgique, ils ont compris qu'il fallait investir massivement sur d'autres domaines de transport de marchandises. Je viendrai au transport des personnes ensuite. Et à telle enseigne que la part modale aujourd'hui sur ces ports-là n'est pas juste 10%, 20% supérieure à la nôtre. C'est le double, c'est le triple. En d'autres termes, nous avons pris énormément de retard. Et souvenons-nous collectivement du débat sur le canal Seine-Nord, porté également, Madame Morin-Desailly, par Monsieur Borloo. Ce projet, il avance. Il n'est pas terminé, il avance. Je me souviens qu'il avait été lancé par M. Sarkozy et M. Borloo en 2008-2009, puis prolongé par différents gouvernements, d'ailleurs de bords politiques différents. Bon, on peut le voir comme la catastrophe des catastrophes. Ce qui est sûr, c'est qu'il va, là encore, favoriser le transport fluvial et nous mettre, nous, port de la Vallée de Seine, port de la Normandie, en concurrence avec nos compétiteurs d'Europe du Nord. Peut-être qu'on pourrait se poser la question de l'opportunité de réorienter nos investissements. Vous voyez bien que je n'utilise aucun argument écologique, je parle d'économie. Sur ces infrastructures, parce que c'est là où notre compétitivité pêche. Sur le transport des personnes, c'est évidemment un sujet extrêmement difficile. Et là encore, sans aucune certitude, j'essaye modestement, nous essayons modestement de regarder en coût d'opportunité, là où l'argent public peut être le mieux dépensé. Non pas que ce serait totalement inutile de le dépenser sur des routes. D'ailleurs, on le voit, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, que nous avons tout un tas de projets qui attendent, en général sous maîtrise d'ouvrage de l'État. On peut parler, j'y ai fait allusion, de la tête nord du pont Flaubert, mais à vrai dire, la tête sud, elle n'est pas achevée non plus, même si elle est engagée.
On pourrait parler de la sécurisation des barrières du Havre et de la 150, comme l'actualité nous l'a rappelé douloureusement récemment. On pourrait parler de la sécurisation, pour le coup, des travaux sont prévus, du tunnel de la Grand-Mare, et bien d'autres choses. Mais ce qui est absolument certain, et là encore c'est factuel, ça n'est pas une opinion politique, c'est que quand on compare notre territoire, celui dont on parle ici, c'est-à-dire non seulement la métropole Rouen-Normandie, mais au-delà, j'y inclus le territoire par exemple de l'agglomération Louviers-Val-de-Reuil, mais également Interco-Vexin, qui par parenthèse s'est jamais posé la question de savoir si elle devait financer le projet de contournement Est, dont elle est pour le coup tout à fait favorable. Mais aussi Caux-Ostrobert, sur Barentin, qui ne fait pas partie de la métropole Rouen-Normandie non plus. Bon, quand on regarde tous ces territoires, la part des déplacements en voiture, y compris pour des trajets de moins de 5 km, y compris pour des trajets de moins de 3 km, est significativement supérieure à ce qui se fait dans toutes les agglomérations comparables, y compris, mes chers collègues, des agglomérations qui sont dirigées par des responsables politiques de votre bord. Bordeaux, Angers. Mais je pourrais citer Rennes, je pourrais citer Nantes, je pourrais citer Strasbourg. La vérité factuelle, c'est qu'aujourd'hui dans cette agglomération, la moyenne des personnes par voiture, c'est 1,2. La vérité factuelle, c'est que nous avons 1 200 000 trajets chaque jour en trafic interne contre moins de 40 000 en trafic de transit. La vérité, c'est que les bouchons, c'est nous. Et que tant qu'on n'aura pas le courage, vous avez parlé de courage tout à l'heure, de responsabilité, de dire cela, eh bien, nous nous mentirons à nous-mêmes. Et j'en viens au dernier point, puisque j'ai entendu les critiques, elles sont légitimes, je les accepte. Vous avez changé d'avis, vous manquez de constance, volte-face, etc. Je veux y répondre très simplement, comme je l'ai fait depuis plus d'1 an. D'abord, cette position, je l'ai exprimée très tôt dans la campagne municipale. Tout ce que je vais dire maintenant est parfaitement vérifiable dans la presse, sur Internet, où vous voulez. Dès janvier 2020, c'était avant le premier tour, avant tout accord politique avec qui que ce soit. D'ailleurs, si vous vous souvenez d'élections municipales à Rouen, vous vous souvenez que j'étais plutôt en concurrence avec d'autres formations politiques, y compris écologistes, dont certains disaient qu'elles étaient favorites. Deuxièmement, M. Morin, vous-même, avec un esprit d'ingérence qui est discutable, mais après tout, vous n'êtes pas le premier, vous aviez fait le 13 mars 2020, donc avant le premier tour, une vidéo de soutien à un autre candidat qui n'a pas fait long feu, je parle du candidat, pour exprimer non seulement votre soutien, mais l'enjeu qui était derrière cette élection, c'est-à-dire, oui ou non, le contournement Est. Donc, on peut ne pas être d'accord avec vous, mais au moins qu'on puisse dire, c'est que vous aviez explicité l'enjeu. J'ajoute que non seulement nous sommes arrivés en tête, mais que la deuxième liste arrivée en tête portait très exactement la même position. Et j'ajoute encore, puisque la critique est faite sur le plan métropolitain, que pour le coup, et c'est peut-être la première fois, je ne sais pas si ça se fait comme ça dans d'autres agglomérations, certainement, nous avions pour le coup construit un collectif métropolitain qui avait travaillé dès octobre 2019, figurez-vous, sur ces sujets de mobilité au sens large et de contournement en particulier. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais il serait, là encore, faux, factuellement, de considérer que ce sujet est nouveau. Je crois même pouvoir dire très honnêtement que ça a été l'un des sujets, si ce n'est le sujet sur lequel nous avons été les plus critiqués, c'est normal, les plus attaqués, c'est normal, pendant tout le débat municipal et métropolitain. Et à vrai dire, à aucun moment je n'ai caché le fait, 1, que j'avais changé d'avis sur cette position, et que 2, je souhaitais être maire et président de la métropole Rouen-Normandie. Eh bien, je fais exactement ce que j'ai dit que je ferais. Et je termine par cette question qui est fondamentale, et je comprends qu'elle soit posée d'une façon véhémente, et je comprends effectivement le sentiment de colère qui peuvent animer certains des élus, je le comprends tout à fait, j'essaye d'y répondre avec honnêteté. Pourquoi changer d'avis? Mais, je l'ai dit tout à l'heure, parce que le monde change. Regardez ce que fait la Banque européenne d'investissement. Regardez les rapports qui sont référencés d'ailleurs dans le dossier du maître d'ouvrage, le rapport Quinet, qui datait de 2009. Regardez l'actualisation en 2019, regardez le coût du carbone et la différence. Regardez comment les projets autoroutiers sont valorisés aujourd'hui, comment on prend les décisions d'investissement public en fonction des externalités. Et vous verrez que conformément à la décision de l'accord de Paris, là encore, ce n'est pas une officine ni de Solferino, ni de LV Rouen,
conformément aux décisions prises au niveau international, conformément aux engagements renforcés de l'Union européenne, pris 5 ans après cet accord, d'aboutir à moins 55% des gaz à effet de serre d'ici 9 ans. Eh bien, vous verrez que les méthodologies, que les calculs, que les considérations de cet impact-là ont complètement changé, et sur la question du carbone, et aussi, parce que c'est très important, sur la question de l'artificialisation des sols. Monsieur Houbron, vous avez dit, moi je souhaite une écologie qui soit positive, mon monde d'après, je vous cite, c'est réduire puis compenser. Je suis d'accord, mais vous avez oublié le E. Vous avez oublié le E. Le E, pas de E élevé, le E de éviter. C'est éviter, réduire, compenser, le triptyque. C'est pas réduire, compenser, c'est éviter, réduire, compenser. Monsieur Morin, vous dites souvent, mais dans 10 ans, nous n'aurons plus que des camions à hydrogène, etc. Peut-être, je ne sais pas. On le soutient, tant mieux. Peut-être que nous aurons de nouvelles technologies pour réduire le CO2 dans l'atmosphère. Mais je vais vous livrer un scoop qui nous a été confié par Al Gore. Vous pouvez vérifier là encore sur Internet. Il y a une technologie qui existe déjà. C'est la plus adaptée, c'est la plus innovante, c'est la plus performante pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ça s'appelle un arbre. Et là, c'est 500 hectares qui sont en jeu. Donc j'assume absolument avoir sous-estimé. Et si vous voulez parler de responsabilité, alors je me sens responsable. Et si vous voulez parler de culpabilité, alors je me sens politiquement coupable, absolument, d'avoir sous-estimé l'importance de ces enjeux. Parce que je n'avais pas saisi à quel point, aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire qui n'est pas une trajectoire soutenable. Vous dites, et vous avez raison, que la région fait des choses. C'est vrai. Que maire, nous faisons des choses. C'est vrai. Mais factuellement, au bout de 5 ans après l'accord de Paris, pouvons-nous honnêtement dire que nous sommes sur la bonne trajectoire? Tous les scientifiques, pas les écologistes, pas les socialistes, tous les scientifiques, et avec eux la jeunesse, nous disent non, non et non. Et ne vous étonnez pas derrière que pour le coup, des mouvements extrémistes se développent comme Extinction Rébellion, que pour le coup, des mouvements alternatifs se développent pour dire que les politiciens ne font pas assez. Et c'est parce que précisément, je veux que le pouvoir et la responsabilité restent dans cet hémicycle, que j'admets, oui, absolument, être responsable, être politiquement coupable peut-être, de ne pas avoir suffisamment pris en compte ces enjeux dans les années précédentes. Mais il se trouve que nous sommes sur une fenêtre de temps qui nous permet encore, pas beaucoup, 2030, moins 55%, c'est dans 9 ans. Ça fait moins 6% chaque année. C'est pas dans 30 ans, c'est dans 9 ans. Il se trouve que nous sommes encore dans une fenêtre d'opportunité pour essayer en conscience de changer les choses. Et il se trouve, c'est une réalité factuelle, que jusqu'à présent, ensemble, collectivement, chers amis, quelles que soient nos responsabilités politiques, maire, président de département, président de région, nous n'avons pas fait assez. Et si vous voulez que je le dise, la région Haute-Normandie sous ma présidence n'a pas fait assez. Et pourtant, vous le savez, nous avons poussé et vous avez poursuivi sur les énergies marines renouvelables. Mais je le dis avec la plus parfaite humilité, non, nous n'avons pas fait assez puisque regardez la courbe, regardez où nous sommes aujourd'hui. Donc, Monsieur Lefranche, je termine juste maintenant, je pense que c'est important de considérer que quand on a fait des erreurs, oui, quand on n'est pas allé assez loin, plutôt que de juste se payer de mots et considérer qu'on en fait assez, peut-être essayer effectivement de réviser nos dogmes et nos certitudes. C'est la raison pour laquelle effectivement j'assume absolument avoir changé d'avis, avoir permis un débat complètement démocratique au niveau de la métropole qui a duré fort longtemps et c'est très bien et c'est normal, qui a permis une expression y compris de mes propres, Monsieur le Président, de mes propres vice-présidents, différente de la mienne et c'est très bien parce que c'est un choix de conscience qui nous engage pour longtemps. Peut-être que nous avons fait une erreur, c'est possible. Je crois en conscience que nous avons répondu à l'appel de la communauté scientifique et à l'appel de la jeunesse. Oui, merci.